Merci et bonsoir. Alors à mon tour, je voudrais remercier l'Université de Caen qui a rendu possible ce projet et j'espère qu'on va tous vivre un bon moment de partage. Je voulais juste simplement vous présenter cette fresque avec ce qui a motivé sa réalisation et à partir de quels matériaux j'ai travaillé. Alors cette fresque s'intitule « Danse, entre parenthèses, macabre ». Les parenthèses ont leur importance, et je dirai pourquoi après. Donc elle regroupe 20 visages de poètes bien vivants, aujourd'hui, avec cette particularité, donc j'ai réalisé les dessins de leurs visages uniquement à partir des photos de profil qu'on peut trouver sur Facebook. Il y a plusieurs points que je voudrais aborder, il y en a 3 que je voudrais aborder avec vous, qui sont a priori éloignés les uns des autres, mais que je trouve intéressant de relier. Alors il s'agit de la poésie et des réseaux sociaux, de notre rapport à la présence numérique, et plus généralement de notre rapport à la présence au temps, et aussi de cette singulière façon qu'on a, nous, êtres humains, de vivre avec ou malgré ou à travers notre visage. L'acte premier, la volonté première, c'est une volonté artistique qui va peut-être à l'encontre de ce qu'on peut se représenter contemporain, qui est soit de déranger, soit de dénoncer. Moi, j'ai pris le parti de célébrer. Je pense que c'est cette célébration de mon quotidien, de notre quotidien. Je pense qu'on est nombreux à utiliser les réseaux sociaux à l'heure actuelle, qui est à l'œuvre ici, notamment dans tout ce qu'on peut recevoir des autres en termes de publication, de partage artistique. Je pense, alors pour ce qui concerne la poésie, à tout ce qui relève du domaine du livre, évidemment, les publications à paraître ou parues, des citations, mais aussi des revues sous format papier ou des revues numériques. Je pense à la revue Paysage écrit de Sanda Volka, ici présente, aussi bien que la revue d'Hervé Martin. Je vais vous citer des auteurs qui sont présents sur la fresque, dont la revue s'appelle Un certain regard, ou la revue de Pierre Perrin, la revue Possible. Voilà, donc ça, ce sont quelques-unes des revues qui existent sur Internet. Aussi bien, donc sur Facebook, on a aussi des parutions de blogs très fréquemment d'auteurs, de jeunes poètes ou de plus aguerris qui tiennent des blogs de manière assez constante. Je pense au blog de Brigitte Giraud, de Pénélope Corr, et ainsi aussi au site Internet, comme le site de Patrick Préjean, de Nicolas Rosier, et puis les pages Facebook, tout simplement, des auteurs, comme celui de Jean-François Declercq, la page de Jean-François Declercq, ou d'Anne Milleliry. C'est un tout petit aperçu de la publication en termes de poésie sur un réseau social. C'était un tout petit aperçu du foisonnement, en fait, de tout ce qui peut être publié de manière numérique. Et puis, ce foisonnement, cette richesse conduit aussi évidemment à des partages artistiques, à des créations en commun, en duo, voire en collectif. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais par exemple, à l'instigation de Christophe Bréguin, il y a eu une anthologie réalisée en hommage aux sans-abri, donc qui a rassemblé un nombre considérable de poètes, grâce aussi donc à Facebook. Donc cette richesse-là aussi se double pour moi d'un point de vue plastique d'une richesse infinie, puisque si je veux dessiner des visages et partir donc de l'existant, j'ai de quoi faire sur un réseau social, puisqu'on est nombreux à poster nos photos de profil. Alors, ça peut paraître un petit peu paradoxal d'avoir voulu célébrer notre quotidien et puis finalement de réaliser une danse macabre. C'est même presque contradictoire. Et je vais expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, cette danse des visages, elle s'inscrit dans une suite de travaux qui est en cours depuis un moment, qui répond à une de mes obsessions artistiques, qui est de travailler autour de la double thématique vie et mort,
C'est un travail qui a pris, hélas, une tournure, un caractère d'urgence depuis les attentats. Donc, depuis 1 an, j'ai travaillé donc une série de portraits autour du Fayoum, des gisants. J'ai écrit un recueil aussi qui s'appelle Fragments corps, sur la fragmentation de la société. Et puis cette danse macabre. Alors, une danse macabre, si vous vous rappelez le thème médiéval, a priori, ne réunit pas des visages mais des corps, et est menée par une danse représentée souvent sous forme d'un squelette. Ici, ce n'est pas tout à fait le cas. Ceci dit, la visée des danses macabres, donc, c'était de nous ramener à notre condition d'être humain, de rabaisser un peu la vanité dans laquelle on baigne tous plus ou moins, et puis donc de niveler un peu la position sociale de chacun, puisque nous sommes des êtres vivants, donc nous sommes des êtres aussi qui allons mourir. Alors, en filigrane, évidemment, la danse macabre, ici, si j'utilise des photos de profil Facebook, ça pourrait être une critique, une double critique qu'on entend ou qu'on émet assez habituellement sur les réseaux sociaux. Il y a une critique qui est faite sur la dépendance, dès qu'il y a une notification rouge qui apparaît, il y a de la dopamine dans notre cerveau et voilà, on est tout de suite connecté. Et puis l'autre critique qu'on entend souvent, c'est que c'est un culte de la personnalité que chacun entretient assidûment, pratiquement chaque jour. Mais moi, je n'ai pas voulu cette visée morale, pas du tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de questionner notre rapport à notre présence sur ces réseaux que je trouve très fragmentaires. Qui me crée du coup, que je trouve créatrice de violence aussi quelque part dans notre rapport à l'autre. Et du coup, j'ai voulu interroger donc notre relation au temps. Alors je m'explique, j'ai choisi donc de passer du numérique au graphique, de faire l'inverse de ce qu'on peut faire d'habitude, pour souligner ce caractère éminemment éphémère de notre présence numérique. Si on compare notre présence numérique si on compare notre mur Facebook à un mur pariétal, eh bien, les traces que nous laissons, elles sont éminemment éphémères, elles partent très vite dans l'oubli puisqu'elles sont chassées tout de suite par une autre publication. Et évidemment, le caractère éphémère de notre présence au monde. Alors du coup, j'ai utilisé à dessein aussi des éléments pour réaliser quelque chose d'éphémère, c'est-à-dire que la toile, ce n'est pas une toile, la fresque a été réalisée sur du papier avec de l'encre, du fusain, du pastel. Et ce sont des matériaux qui ne se conservent pas longtemps. Alors il faut relativiser parce qu'on a des fixateurs, de l'acrylique, mais ça ne sera pas pérenne. Et puis derrière moi, donc, vous voyez, il y a un mouvement en jaune. Et à l'intérieur de ce mouvement jaune, il y a 2 têtes de mort assez discrètes qui sont reproduites 2 fois. Alors, il y en a 2 de face et 2 de profil. Et cela fait référence à ces photos d'identité judiciaire ou policière, vous savez, dans lesquelles on enferme un individu en fait dans un stéréotype, dans lequel il ne peut plus évoluer. Ça va être la figure du criminel, ou en tout cas de celui qui est mis en examen. Et cette question pour moi de la fixation, de la fascination, de la sidération qu'on a par rapport à l'image numérique, elle rejoue cette question du stéréotype. Un stéréotype, c'est quoi? C'est une figure mineure qui va être répétée inlassablement. Dans l'effet de dissémination qu'on peut observer sur Internet, cette question est cruciale, notamment dans notre capacité à reproduire notre visage dans ce qu'on appelle un selfie. Le selfie, c'est 2 choses. C'est quelque chose qui vient brouiller une frontière qui est de plus en plus floue entre l'art et le spectacle. On a une visée esthétique et en même temps on se donne à voir socialement. Et puis c'est aussi donc un stéréotype, puisque, alors peut-être que ça touche davantage les adolescents, mais un selfie, c'est souvent quand même quelque chose où je vais figer ma bouche
une espèce de mou, avoir un regard plus ou moins sensuel, mais à la fois vide. Et puis, ça vient figer un instant de beauté qui se voudrait éternel, que je vais vous transmettre, que la plupart des gens vont liker assez rapidement, mais qui va tomber très rapidement dans l'oubli, parce que pas grand monde ne regarde très longtemps un selfie. Et moi, ça me sautait aux yeux qu'en fait, ça ressemblait exactement à la visée d'un masque mortuaire. Bon, ça m'appartient. Hein. Donc la mort apparaît en jaune ici, en même temps donc, et au sein d'un grand mouvement. Je préfère parler d'un mouvement que d'abstraction, hein, puisque ne serait-ce que pour la réalisation, c'était très physique à faire. Et ça fait référence à un fragment d'Héraclite que tout le monde connaît, qui dit « Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face ». Et aussi, le jaune associé à l'or convoque quelque chose qui me tient à cœur, qui est l'art religieux russe, hein, l'icône russe, et aussi un amour de jeunesse qui s'appelle William Turner, le peintre. Et dans ce mouvement jaune, donc, il danse des visages. Alors ça peut paraître étonnant d'avoir reproduit des visages plutôt que des corps. Je suis partie d'un point de vue qui est de dire que le visage serait la quintessence du corps. Pour reprendre la formule d'un philosophe, c'est un corps à l'extrême. Avec une question qu'on peut tous se poser, si je regarde un autoportrait de Rembrandt, je ne me pose pas la question de savoir si l'autoportrait c'est Rembrandt. Il y a une adéquation. En revanche, si je me pose la question, sommes-nous notre visage, il y a le rapport intime en fait à notre visage qui rend les choses plus complexes. C'est-à-dire que nous portons évidemment toutes les traces du temps, que ce soit des émotions, des accidents, des moments heureux, une chronologie qui nous amène à une forme de dégradation physique et qui nous conduit à la mort. Donc c'est quelque part, moi qui voulais être si grandiose avec mon selfie, je me retrouve assez humiliée pour me dire que je vais revenir à la poussière. Et du coup, on peut se demander si le poète, lui, dans son visage, par le biais surtout de son écriture, n'est pas à même de nous inviter à considérer ce qui fait notre plus grande vulnérabilité, à considérer que c'est une forme de noblesse de traverser tout ce qu'on a à traverser et de nous inscrire dans ce qu'on appelle la finitude et aussi au-delà. Donc à reconsidérer toutes les dimensions du temps. Alors je voudrais citer ici Pascal Boulanger. Dans son article consacré à Saint-Augustin, l'écriture poétique est celle, alors je cite, qui s'abandonne non pas à l'histoire, mais au temps lui-même, un temps à éclipse et à souvenir, bien loin du temps linéaire qui nous conduit au cercueil, un temps lié à la providence, dans la traversée du pire et dans le champ de l'affirmation, car seul l'étonnement connaît. Cette phrase n'est donc pas un panorama de la poésie contemporaine, hein. Même si j'avais en tête, vous savez, le tableau de Fantin, La Tour, le coin de table avec Rimbaud et Verlaine, c'est réellement le mouvement tracé de la vie qui nous invite aussi au sacré, d'où le macabre qui reste entre parenthèses. Alors pour finir, donc, je vais évoquer un peu ce mouvement tracé qui anime l'ensemble des visages. Tout d'abord, le choix des visages. Alors il ne s'est pas effectué par pure sympathie, soit pour l'univers des poètes, soit pour leur personne. Il s'est effectué en fonction de deux choses. D'abord l'orientation du visage et du regard, et l'intensité aussi que j'y ai trouvée. Et c'est bien ce regard qui est la clé de lecture de la danse, hein, puisque c'est pour moi celui qui fait le lien entre l'écriture et la vie. Une de mes sources d'inspiration pour réaliser la fresque, outre Turner et Rembrandt, est Raymond Moretti. Alors le nom ne vous dit pas forcément grand-chose, mais
pour ceux qui ont parcouru un petit peu les anciens magazines littéraires, vous reconnaîtrez celui qui a dessiné pendant des années des portraits d'écrivains. Et j'y fais référence dans la fresque avec les petits tracés au pastel. Pour le positionnement des visages sur la fresque, donc le regard étant le point d'appui, il fallait donc des moments de chute, puisque c'est une danse, il faut chuter pour rebondir. Et il fallait aussi une tension. Alors la tension, elle ici s'exprime à travers la foudre qui est pratiquement derrière moi là, qui est à la fois obscure et réalisée avec du pigment or, qui est assez lumineuse. C'est un élément que j'emploie, enfin que j'utilise assez souvent dans ce que je fais plastiquement parce qu'il représente beaucoup de choses. À la fois l'élan, à la fois la foudre, le feu intérieur, la fracture, l'accident et aussi l'amour. Et pour finir avec cette note d'ardeur, donc amoureuse, je voudrais peut-être vous inviter à vous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe quand on lit un poème, si ce n'est de ne pas comprendre ce qu'on lit, d'être transporté, d'être habité par quelque chose qui nous dépasse et puis finalement de devenir autre. Et peut-être que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est ce qui se rejoue aussi dans une rencontre amoureuse. Alors, pour vraiment finir, j'aimerais convoquer un poète italien, Dante, qui au chant 18 du Paradis, invite le lecteur à contempler un spectacle assez étrange où il y a des êtres porteurs de flammes qui se déplacent dans le ciel en chantant. Et à la fin de chaque phrase musicale, ils forment une lettre de l'alphabet. Alors, vous allez avoir devant vous un musicien, des poètes, des êtres porteurs de flammes. Et alors, je vous convie donc à les écouter. Je vous remercie.